Alors que le président togolais Faure Gnassingbé était officiellement à Bamako ce mercredi 4 janvier 2023 dans le cadre de la coopération entre le Togo et le Mali ainsi que des sujets régionaux d'intérêt commun, il ne fait guère de doute que cette visite vise à trouver un dénouement total à ce dossier, au dossier des militaires ivoiriens détenus par Bamako. On va parler justement de ce voyage du chef de l'État togolais. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Peut-on parler dans l'avenir, dans quelques heures, dans quelques jours, de la libération de ces 46 militaires ivoiriens avec nos invités qui sont toujours en place, Robert Kossigan, à côté Ashraf Sama et Efabo. Comme là, on commence par le juriste qui est parmi nous, Ashraf Sama. Est-ce que vous avez eu écho d'avancées à Bamako? Oui, bon, parler d'avancée, là, on ne saurait tirer des conclusions définitives, mais certes, nous prions. Mon souhait, c'est qu'il puisse avoir des avancées, parce que ces dernières années, ces derniers mois, la diplomatie togolaise est de plus en plus offensive sur le continent, surtout dans la sous-région. Donc, je suis togolais et donc je prie vivement qu'on puisse avoir des résultats escomptés parce que ce serait vraiment une victoire de la diplomatie togolaise. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un contentieux que tout le monde connaît. Ces contentieux-là a eu un dénouement qu'on peut juger heureux pour les Maliens et dramatique pour les Ivoiriens parce que ces militaires-là ont été condamnés. Mais je crois que la CEDEAO également joue sa crédibilité, même si elle formule des recommandations qu'elle n'a pas. Comme je l'ai dit, la justice ne fait pas partie des compétences partagées entre les États et la communauté. Je veux parler de la CEDEAO. Donc, tout État peut juger un présumé auteur d'infraction. Mais il revient à la CEDEAO de formuler des recommandations si cela peut participer à la cohésion, à l'entente entre la Côte d'Ivoire, quand on sait très bien que ces deux pays fraternels qui ont une histoire commune, on a une forte diaspora ivoirienne au Mali et réciproquement. Donc, je crois que la signature même du mémorandum est une victoire, parce que ce n'est pas du tout facile de concilier deux points de vue diamétralement opposés. Donc, le ministre des Affaires étrangères, qui sont des plénipotentiaires, je veux parler d'Abdoulaye Diop et Robert Doucet qui jouait les félicitations et le ministre des Affaires étrangères ivoirien. Bon, elle n'était pas du voyage, je pense, Madame Kandia Camara. C'est plus le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense qui a finalement signé la convention. Donc la signature du mémorandum également est une victoire, ce qui veut dire qu'on a réussi à concilier les points de vue. Bon, maintenant, c'est un secret d'État. Personne ne connaît toutes les dispositions de ce mémorandum parce que c'est un secret d'État et il appartient à l'État malien aujourd'hui de tirer les conclusions définitives de la signature du mémorandum. Et nous espérons que dans les prochains jours, le chef de l'État togolais, toutes les formulations, toutes les recommandations qu'il formulera à l'endroit d'Assimi Goïta seront quand même, disons, implanté, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vivement que le président Assimi Goïta use vraiment de son prérogative constitutionnelle, qui est le droit de grâce, gracier, quand on sait très bien qu'ils sont déjà condamnés. Donc, cette omniprésence du chef de l'État ces derniers mois au Mali trouve qu'il est apprécié aussi des deux parties. Ce qui veut dire qu'il a une certaine crédibilité et il y a aussi la force de persuasion. Il y a une force de persuasion aussi qui est appréciée de toutes parts. Donc, il lui revient de trouver le consensus entre les deux parties pour qu'on puisse trouver quand même un dénouement heureux. Comme moi, je l'ai dit, je suis totalement d'accord avec la sentence de la cour d'assises, mais vous savez très bien que la sentence relève de la compétence juridictionnelle, mais le président de la République également peut user de son prérogative constitutionnelle et nous verrons si le droit de grâce sera usé par Assimi Goïta conformément aux dispositions du droit de grâce. Parce que pour l'instant, on estime que le droit de grâce est prévu par le mémorandum signé par les deux parties. Donc nous verrons dans les prochains jours si le chef de l'État réussira à concilier de manière définitive les deux points de vue diamétralement opposés. Je vais parler du point de vue malien et ivoirien. Alors, et Fabo Komlan, on a vu une diplomatie tous azimuts du Togo.
si ce n'est pas son chef de l'État, Faure Gnassingbé, c'est le ministre des Affaires étrangères, Robert Djoussé. Le chef de l'État, lui, il était à Bamako, hein, c'était mercredi. Vous avez eu des échos en tant que parti politique. Est-ce qu'on peut penser à un dénouement rapide de cette crise, vu la force du président de la République du Togolais, de la République du Togo, qui, comme Achraf Ourosama l'a dit tout à l'heure, est apprécié des deux côtés? Oui, bon, personnellement, moi, je n'ai pas eu d'écho pour un dénouement favorable, mais le déplacement de notre président dénote qu'il y a une avancée. Il y a une avancée et que dans le mémorandum, c'est la grâce présidentielle qui est privilégiée. Et c'est ce que même le président de la Faure Gnassingbé est parti plaider. Donc, nous pensons vraiment qu'il va y avoir un dénouement positif pour cette crise qui n'a fait que durer. Alors, la puissance diplomatique, on peut dire Robert Kosiga à côté, c'est dans les veines du Togo. Depuis l'époque Feu Gnassingbé et Adema. On voit cela aussi avec le président Faure Gnassingbé. Vous pensez que ça va bien finalement se passer? Oui, vous savez, la fin. On dit toujours qu'un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. Et puis, si nous prenons les géniteurs de notre président de la République, Feu Gnassingbé Adema, c'est un artisan de la paix. Nous avons vu Gnassingbé Adema traverser des rivières, je crois au Libéria, à pirogue, pour aller calmer. Alors, on l'a vu également au Tchad. On a vu sur les champs de théâtre, même sur ce satire, Adema vient parler entre Savimbi et Dos Santos. En Angola. Voilà, en Angola. Donc, il était partout pour la paix. Et donc, je ne suis pas surpris que Faure Gnassingbé est dans ses veines. Alors, le règlement à éteindre le feu chez le voisin. C'est très important. Malgré son jeune âge, je sais que c'est un monsieur né avec. Vous savez, il y a des dons avec lesquels on naît avec, parfois avec des dons. C'est son don. C'est un monsieur qui parle peu, mais agit intensément dans l'ombre, ne serait-ce que pour que les choses marchent, pour que le sourire revienne un peu partout. Donc aujourd'hui, le travail qu'il abat entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est de bonne guerre. Parce que plus mieux vivront les Maliens et les Ivoiriens, mieux vivra aussi le Togo, parce que nous avons quelque chose de cher que nous ne pouvons que défendre chaque jour, c'est la paix. La paix et la paix. Donc, vivement que les dieux l'accompagnent pour que cette mission soit réussie. Je sais aussi que de l'autre côté, il y a les forces du mal qui vont vouloir peut-être s'opposer à ce qu'il fait, mais il va falloir que les deux parties comprennent qu'il vaut mieux. Les forces du mal, ceux qui se disent, comment on les appelle, ceux qui ont voulu corrompre mon cher jeune Achraf tout de suite même, je serai un antivirus parce que lui doit... Vous comptez sur lui. Je compte sur lui, mais donc je suis son antivirus, je ne vais pas permettre à ce que ces activistes-là lui dérangent la tête. Donc moi je dis, ils vont vouloir peut-être essayer des choses. Mais aujourd'hui, le peuple malien n'aura pas de difficulté à gracier ces militaires ivoiriens. Et donc, ce sont ces peuples maliens que représente Assimi Goïta. Et ce que Faure Gnassingbé dit aujourd'hui va à l'intérêt de Assimi Goïta lui-même, qui est imparfait comme nous tous. Nous sommes tous des imparfaits. Et en plus de dire, nous sommes forts que pour un petit temps. Le reste du temps, nous sommes très faibles. Par rapport à ça, moi j'ai dit félicitations à tout ce que le Togo et son président sont en train de faire aujourd'hui pour la paix dans toute la sous-région. Et surtout que Dieu le garde et qu'il fasse de même. Je l'en prie. C'est ça, je reviens un peu au Togo. Avec tous les honneurs, avec toutes les grâces que je peux demander au chef de l'État, qu'il veuille revoir un peu, en tant que père de famille, le sort de ces jeunes qui croupillent en prison parce que manipulés par les forces du mal de l'opposition dans le temps. C'est important. C'est des jeunes qui aujourd'hui peuvent sortir de prison, apporter quelque chose à cette nation. Pardon parce qu'ils ont été manipulés. Non, il a compris. Voilà. Ils ont compris. Robert Kosiga, côté Achraf Ourosama, dans ce dossier, à quel niveau le Togo fait la différence? C'est ça la question, ou bien où précisément le Togo arrive à impacter les deux côtés, côté ivoirien
côté malien, parce qu'il est bien écouté par le président Alassane Dramane Ouattara et également bien écouté par le président Assimi Goïta. Oui, mais de quel côté? Comme je l'ai dit, c'est la force de persuasion. Je crois que je ne saurais rentrer dans faire la psychanalyse du chef de l'État pour voir réellement ce qu'il pense, mais je crois qu'il a une force de persuasion quand même incroyable. Je crois ce qu'il dit respectivement aux deux parties, c'est de les faire comprendre que nous vivons dans un contexte extrêmement difficile et que les contentieux interétatiques sont dépassés. Les contentieux interétatiques sont dépassés aujourd'hui. Une convergence d'énergie pour la réalisation des projets communs. Et aujourd'hui, pour réaliser un projet commun, c'est réussir à construire un espace d'intégration beaucoup plus abouti. Aujourd'hui, si l'Union européenne, même avec ses incohérences, entre guillemets, réussit quand même à construire un idéal européen, c'est parce que nulle part au monde on ne trouvera un espace d'intégration beaucoup plus abouti que l'Union européenne. Donc nous, au niveau de l'espace de la CEDEAO, c'est vrai, il y a une certaine libéralisation des secteurs, un certain nombre de droits de nos concitoyens. Il y a un droit communautaire quand même qui est lisible, mais il faut aller dans ce sens. Donc le contentieux ivoiro-malien ne saurait perdurer et ça ne sert à rien de perdre notre énergie. Donc je crois que c'est le discours que le chef de l'État tient. Et voilà, je crois qu'il y a aussi une part aussi de jeunesse et une certaine aussi lecture aussi des événements. Et donc, c'est vrai, on peut avoir des désaccords avec lui, mais sur ce point-là, il a réussi aujourd'hui à se hisser haut, c'est-à-dire être écouté par les deux parties. Et je l'ai dit, je crois que la plus grande victoire même, c'est la signature du mémorandum, parce que ce n'est pas chose aisée de faire concilier des points de vue et leur dire, bon, vous savez quoi, vous pouvez concilier votre point de vue par la signature d'un acte qui fait... Même dans la signature du mémorandum, on a vu au milieu des deux peuples, ou bien des représentants des deux peuples, il y avait le ministre Robert Dussé. Oui, effectivement. Donc c'est le Togo qui a piloté cela. Non, c'est le Togo. Donc c'est la signature tripartite, que les trois parties étaient concernées. Donc je crois qu'il faut s'inscrire dans la continuité. Hein, et c'est l'occasion, c'est vrai, quand j'ai des frères présidents de la République, il le mérite, mais le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, quand même, un travail formidable. Moi, sincèrement, je peux avoir des désaccords avec lui, mais je l'apprécie. C'est un universitaire qui brille aussi par la production intellectuelle. Je crois qu'il a écrit des ouvrages même sur la diplomatie togolaise. Donc, il apporte son expérience sur un certain nombre de choses. Donc, si le président de la République, pendant des années, a décidé de les reconduire à chaque remaniement ministériel, ce qui veut dire, c'est compte tenu des résultats tangibles du ministre Robert Dussé qui le reconduit à chaque fois. Donc, nous avons une opération. C'est vrai, on peut parler d'une opération séduction de la diplomatie togolaise, mais qui porte quand même ses fruits. Donc le plus important, c'est les dénouements heureux, et les dénouements heureux sera synonyme de quoi? De résultats tangibles de la diplomatie togolaise. Alors justement, ce dénouement heureux, nous souhaitons cela au niveau non seulement de l'Afrique occidentale, mais également au niveau de toute l'Afrique. Alors, on ne va pas être négatif, et Fabo. Je voudrais compléter un peu ce que Achraf a dit. On va lui donner la parole, on revient vers vous. D'accord. Alors, s'ils ne sont pas libérés, ces militaires, est-ce qu'on peut parler d'échec de la diplomatie togolaise? Oui, s'ils ne sont pas libérés, ça va être un échec total. On peut penser à cela. Ça va être également un échec total. Et puis, ça ne serait pas aussi bon pour Assimi Goïta. Ça ne serait pas bon aussi pour Assimi Goïta parce que on est tous des hommes et il faut à un certain moment mettre de l'eau dans son vin. Alors, avant de vous donner la parole, alors, ça ne serait pas bon pour le président Assimi Goïta. C'est ce qu'il a dit. Non. Comment vous voyez cela? Non, moi je ne crois pas que l'image du président Assimi Goïta sera écornée. Vous savez, la perception qu'on peut avoir d'une personne varie d'un groupe social à un groupe, à un autre. Si mon confrère trouve que son image va prendre coup, mais aujourd'hui vous avez des Maliens qui le considèrent comme un héros. Donc tout dépend. Donc l'appréciation elle est totalement subjective. Donc tout dépend du camp ou bien de la perception des événements aujourd'hui. Maintenant, pour revenir par rapport à l'échec, moi je ne suis pas forcément de cet avis. Même si le président Assimi Goïta ne gracie pas les garanties militaires, le Togo aura quand même
Le Togo a essayé. essayer. On va voir la mérite, volonté. le mérite quand même d'essayer, et je crois que l'histoire retiendra. Et je crois que le mémorandum quand même l'atteste. Encore une fois, je milite pour un des avancements du contentieux le plus vite possible. C'est tout ce que nous souhaitons. Le plus vite possible. Et sauf qu'on doit envisager ce côté également. l'usage d'un prérogative constitutionnel qui est le droit de grève relève de qui? Du président de la République. Et il appartient à Assimi Goïta d'user de ce prérogative ou de ne pas l'user. Robert Kossiga, à côté, Oui, vous avez quelque part, vous l'a demandé. Entre-temps, vous savez, le Togo a eu peut-être une démarche appréciable. Parce que vous allez constater qu'il y avait une tollée de la CEDEAO suivie par des sanctions contre le Mali dans le temps. Et puis, il y avait la Côte d'Ivoire aussi qui haussait le ton. Donc, le Togo était devenu ce seul pays qui a pris du temps et a donné son écoute aux autorités maliennes pour les écouter. Alors, si dans cette tournure qu'a pris la chose, il n'y avait pas un pays qui alors se rétractait un peu en arrière pour écouter d'abord les autorités maliennes. Pourquoi ce deuxième coup d'État? Quelles sont vos motivations? Pour prendre langue avec eux, ne serait-ce que pour revenir vers l'ensemble, les informer de leurs motivations, plaider pour qu'on puisse les accepter en notre sein. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ne seront pas bonnes. Et le Togo a sauvé la face de la CEDEAO. Je dis, le Togo a sauvé la CEDEAO. Si la CEDEAO peut aujourd'hui retourner au Mali, c'est grâce à cette démarche togolaise que la CEDEAO a pu reprendre la main sur le Mali. Sinon, vous voulez dire que la CEDEAO est son émissaire dans ce pays? L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. Ah oui, doivent beaucoup été à la hauteur. Non, entre-temps, il n'avait pas la main. C'est le Togo qui a fait retourner, qui a repris la main au Mali, qui a fait en sorte que on a commencé par écouter les autorités maliennes, parce que tout de suite on voulait les dégager par les sanctions. Et la CEDEAO était allée brute. Vous avez constaté. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire a voulu jouer le dos rond. Dans un premier temps, la Côte d'Ivoire a voulu faire le forcing. Le président Ouattara a voulu faire le forcing. Sinon, moi, j'ai dit, ce problème, Ouattara pouvait le régler tout de suite. Il suffirait qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle son jeune frère, qu'il aille au Burkina Faso dès le début de cette affaire. Peut-être qu'on ne serait pas arrivé jusqu'ici. Mais le Togo a ramené aussi la balle à terre au niveau de la Côte d'Ivoire pour lui dire, mais écoutez, ce n'est pas de cette manière qu'on peut régler ce problème. Voilà, ces deux problèmes qui se suivent. Il y a cette affaire de changement de main de pouvoir, certes, au Mali, mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut les gérer. Il faut cette histoire de sanctions, le mettre de côté, permettre aux autres de s'exprimer, connaître leur réel mobile pour pouvoir les aider à ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et ça en est suivi alors les négociations qui ont porté à la signature de ce mémorandum. Maintenant, moi j'ai dit, si dans les demandes de Assimi Goïta ou du gouvernement malien aujourd'hui, ce n'est que ce problème qui concerne les Maliens qui se coulent la douce à Abidjan qu'on les retourne au Mali. Voilà. Alors, donc de ce côté, on ne peut pas dire aujourd'hui que si demain Assimi Goïta ne graciait pas les gens, la diplomatie togolaise a échoué. Je dis pas du tout. Pas du tout. Parce que, qu'il vous souvienne, Nelson Mandela avait refusé à Kabila dans le temps de ne pas laisser partir Mobutu mourir ailleurs, de le garder dans le pays. Aujourd'hui, les Congolais cherchent à aller chercher la dépouille mortelle de Mobutu. Et puis tous ont compris que... Kabila, lui non plus, et puis tous, pas au pouvoir. Voilà, tous ont compris que s'ils avaient suivi la démarche de Nelson Mandela, peut-être que ce problème de M23 qui se posait aujourd'hui n'allait pas se poser. Donc, quelque part, le Togo n'aurait pas échoué, même si Assimi Goïta ne graciait pas ses 46 soldats. Ce qui est sûr, la souveraineté des deux pays est respectée, est préservée. Et puis, si Assimi Goïta n'arrivait pas à le faire, peut-être que demain, si un président est élu, il pourra le faire. Donc, moi, j'ai dit, le Togo n'aurait jamais échoué. Alors, Achraf Ouro-Sama, là, on parle plus du président du Togo, le président Faure Gnassingbé. On va parler du Togo lui-même. Sur le plan géopolitique, est-ce que le pays a véritablement pesé dans ces négociations tous azimuts entre le Mali et la Côte d'Ivoire?
Oui, mais du point de vue géopolitique aujourd'hui, je crois que le Togo est quand même assez visible pour réussir à se positionner géopolitiquement dans un continent qui est la nôtre. Il faut lire les fluctuations géopolitiques en fonction des influences extérieures des uns et des autres. Et je crois que la géopolitique, la lecture de la géopolitique togolaise, elle est basée sur une chose: la capacité à créer un espace d'intégration qui répond réellement aux aspirations des peuples. Et donc, c'est pour cette raison que, sur des raisons de respect des modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, du passage du pouvoir des militaires aux civils, un certain nombre de choses, le Togo est prompt à réagir. Donc, le Togo a pris acte que le Mali et la Côte d'Ivoire font partie aujourd'hui de l'espace d'intégration qui est la CEDEAO, qui connaît ses incohérences et ses victoires. Mais il ne faut pas s'attarder sur les incohérences. Il faut plutôt consolider les victoires. Parce que, vous savez, le monde, il est constitué en plusieurs blocs aujourd'hui avec des intérêts qui sont totalement divergents. Donc, si on veut vraiment, les initiatives, je l'ai dit toujours, les initiatives solitaires sont souvent contre-productives. Parce que vous avez des pays émergents, vous avez des pays sous-développés, et aujourd'hui la concurrence mondiale est extrêmement forte. Personne ne peut résister, parce que nous sommes des pays sous-développés économiquement, culturellement et politiquement, nous sommes extrêmement faibles. Pour résister aux géants, qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement il faut construire une intégration peut-être africaine aboutie, mais des institutions aussi sous-régionales extrêmement fortes. Donc je crois que c'est le leitmotiv du président de la République. Et géopolitiquement aujourd'hui, nous avons réussi c'est-à-dire à nous imposer. Et c'est le droit de légation qui est encore la diplomatie qui permet, qui nous donne tous ces leviers-là de s'imposer au Mali, en Côte d'Ivoire, un certain nombre de pays. Donc je crois qu'il faut s'inscrire dans la continuité. Nous, le PDP est un parti politique. Nous constituons une alternative crédible à la classe politique dirigeante. Et j'espère que c'est l'un des domaines dans lesquels il n'y aura pas de changement radical lorsque le PDP arrivera au pouvoir. Donc nous allons nous inscrire dans la continuité pour des victoires. Ouais, que les jeunes rêvent. Des victoires. Le net aussi est en train sans doute de rêver. Alors, le représentant du net, Efabo Komla, le Togo, depuis belle lurette, essaie de diversifier ses partenariats. Le Togo est avec toutes les puissances possibles. On le voit dans les démarches du chef de l'État togolais, du chef de la diplomatie togolaise. Est-ce que cela a pesé? Le Togo n'est pas dans cette déclaration contre une puissance et autres, même s'il ne vit pas les mêmes réalités, les réalités que les Maliens sont en train de vivre aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Le Togo aussi est attaqué. Est-ce que vous pensez que cette posture a véritablement pesé dans les négociations entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Oui, ces déplacements du chef de l'État dans les pays occidentaux a permis à ce que le pays ait une bonne image à l'extérieur. Ce qui a donné une crédibilité aux partenaires de croire à la démarche du chef de l'État. Donc je pense que tous ces facteurs militent en faveur. Alors, même question à vous. Le Togo le fait aussi avec maestria, il faut le dire. Il ne crie pas. Ce n'est pas que je fais l'apologie du Togo, mais contrairement à certains pays où on verra à bas la France, à bas telle nation, le Togo joue finalement avec tout le monde, sans bruit. C'est ce qui est d'ailleurs bien, c'est ce qui est d'ailleurs indiqué, parce que vous savez, depuis la nuit des temps, le Togo est considéré comme la Suisse de l'Afrique. Si vous faites trop de bruit, l'argent ne viendra pas chez vous. En fait, ce qui motive cette diplomatie togolaise, c'est d'attirer plus d'investisseurs au Togo, pour qu'il y ait beaucoup d'emplois pour les jeunes, qu'il y ait du bon vie pour les Togolais. C'est ce qui intéresse Faure Gnassingbé. Le reste, ce n'est pas dans la guerre de France, Russie, non. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, les Togolais doivent manger, les centres de santé doivent travailler. Aujourd'hui, que gagnerait Faure Gnassingbé alors à se mettre au dos des puissances occidentales ou peut-être ne pas avoir de bonnes relations avec les pays voisins ou africains? Il ne gagnerait rien. Aujourd'hui, vous allez constater que la position du Togo est neutre.
le Togo n'a pas de clivage avec un pays. Donc tout ce que le Togo veut, c'est qu'il y ait la paix un peu partout. Et le Togo profite alors de ce statut pour attirer alors les investisseurs vers lui. La fois dernière, le Togo a pu réunir les banquiers ici. Ils en ont parlé. Aujourd'hui, le Togo a pas mal de sièges de banques interafricaines, de banques africaines au Togo. Donc moi, je crois que c'est cette diplomatie qui permet ça. Seulement, c'est à nous d'aider maintenant le chef de l'État, c'est-à-dire les Togolais, tous ceux qui travaillent autour de lui, de l'aider à ce que l'intérêt général soit plus servi. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, quand nous voyons les notes que le FMI et les institutions financières donnent à notre économie, les appréciations que nous avons sur le plan diplomatique, ça peut permettre à notre gouvernement de répondre alors plus aux besoins des populations. Et je voudrais que cette année 2023, il y ait une lutte implacable contre la corruption au Togo. C'est ce qui manque à notre gouvernement. Voilà, que cette année-ci, le chef de l'État, comme un soldat, se lève comme son papa. Nous avons connu sous le... Il y a des mois où nous avons l'histoire de Donou Sensea, les maisons ont été saisies. Que la corruption soit boutée dehors du Togo. C'est comme ça l'État aura les sous pour venir, pour répondre aux besoins de nos populations. Non, dernier mot, Achraf. Non, je suis d'accord sur ce point avec le président Robert Kosigan. Je crois qu'aujourd'hui, le Togo n'a aucun intérêt à rentrer dans une relation conflictuelle avec la France, avec la Russie, avec les États-Unis. Il faut jouer aux équilibristes. Et savoir qu'on peut avoir un contrat, si on assume, on trouve des juristes chevronnés pour que le rapport ne soit pas inégalitaire dans un contrat avec, on peut traiter avec Bolloré, on peut traiter avec les banques suisses, des multinationales, les banques russes. Pourquoi pas? Américaines. Pourquoi pas? Parce que selon certaines indiscrétions, voilà. Vous savez... Très vite. Non, il faut faire... Non, je crois qu'il faut diversifier les partenariats. Le Togo ne saurait faire preuve d'étroitesse d'esprit, c'est-à-dire choisir un camp plutôt qu'un autre. Donc, merci beaucoup à vous. Ce sont les intérêts qui doivent orienter la politique togolaise et c'est très important pour la survie et la prospérité de notre pays. Achraf Orosama, infini merci à vous. Vous êtes juriste de formation, vous êtes homme politique du PDP, parti politique d'opposition au Togo. Merci également à notre ami Fabo Komlan. Il est le trésorier général adjoint de NETS. C'est le nouvel engagement togolais. Notre parti d'opposition. Robert Kosigan, à côté infini. Merci à vous. Vous êtes le président de l'Alliance Jeunesse et Développement. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr avec vous. Merci également à nos chers amis toujours câblés. À bientôt, à très bientôt.